bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Et voilà, c'est parti officiellement. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous physiquement et virtuellement aussi. Je veux juste vous dire, pour ceux qui sont à la maison, on n'est pas dans le même décor que lors des précédentes conversations ou les panels d'experts de l'Agence de mobilité durable. C'est que nous sommes présentement à Impulsion, qui est le sommet international des transports intelligents et électriques. Alors, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui avec ce décor. Mais merci d'avoir pris le temps de vous connecter. Merci beaucoup à vous. Ça a été fort intéressant, les conférences ce matin? Oui. Ça s'est bien passé, hein? Ça avait l'air super intéressant. Donc, panel d'experts aujourd'hui, c'est le troisième que j'ai la chance d'animer avec l'Agence de mobilité durable ici à Montréal. Je me présente, je m'appelle Marc-André Carignan, je suis animateur, chroniqueur et auteur spécialisé en aménagement urbain. Donc, c'est mon dada de venir parler de l'espace public. Et là, dans ce cas-ci, aujourd'hui, panel d'experts sur l'innovation pour optimiser l'espace urbain via la mutualisation du stationnement. Sujet fort fascinant, je pense, et pertinent parce que depuis des années, on le voit dans plusieurs villes, que ce soit ici au Québec, au Canada ou à l'international, et je pense que nos invités pourront le confirmer. On a de plus en plus de réflexions sur comment repenser l'espace public, surtout quand vient le temps de parler de stationnement. Le stationnement qui tapisse nos villes depuis des décennies, qui souvent ont peu de valeur ajoutée pour les citoyens. Et donc, on se dit, bien, comment on pourrait repenser l'utilisation de ces fameuses cases de stationnement, comment les mutualiser pour essayer d'améliorer nos villes et bonifier aussi notre qualité de vie. Et c'est intéressant parce que je me suis mis à regarder quelques définitions de mutualisation, juste le terme mutualisation. Et je pense que c'était dans le Larousse ou bref, on nous arrive avec une définition qui est « action consistant à mettre en commun des moyens, que ce soit humains, financiers ou logistiques, pour réduire des coûts et réaliser des économies ». Donc, on a vraiment une définition très économique du mot mutualisation, mais j'ai l'impression que c'est pas mal plus que ça et on va en discuter donc avec nos invités dans un instant. Je vous les présente dans 2 minutes, le temps d'avoir quelques mots du directeur général de l'Agence de mobilité durable, M. Laurent Chevreau. Bonjour à tous. Merci Marc-André. Donc, merci pour votre présence et pour votre intérêt vis-à-vis de ce panel. Merci à Propulsion également pour cette invitation à nous joindre à leur sommet. C'est une belle opportunité, je pense, pour nos deux organisations. Depuis l'automne dernier, l'Agence de mobilité durable a organisé plusieurs échanges avec comme objectif de contribuer à la réflexion et à partager les connaissances et les meilleures pratiques avec les acteurs de l'écosystème de la mobilité. On a tenu donc un premier panel sur l'électrification des flottes de véhicules, un deuxième panel sur le stationnement comme levier de mobilité durable. Vous pouvez d'ailleurs les visionner sur notre site web. On cherche à diversifier les expériences de nos panélistes, à les rendre complémentaires, également à vous présenter les meilleures pratiques à l'international, celles qui nous inspirent. D'ailleurs, cet après-midi, on reçoit des panélistes de Bruxelles et de Rennes, ainsi que nos experts de Montréal. On les remercie de se joindre à nous. L'Agence de mobilité durable a maintenant 3 ans d'existence. On marche et on parle maintenant. On a parcouru du chemin depuis notre création. Au départ, gestionnaire de stationnement tarifé hors rue, sur les terrains que nous confie la Ville de Montréal. On fait également la surveillance de la réglementation du stationnement, mais plusieurs autres responsabilités suite au partage de la rue nous ont été confiées par la Ville dans ces dernières années. Donc, on a notamment la surveillance des voies cyclables, pour une meilleure sécurité des usagers. Vous avez d'ailleurs pu le voir dans les médias, c'est un sujet qui intéresse énormément. L'amélioration de notre stratégie de surveillance, notamment par la lecture de plaques automatisées, la conversion de manière éco-responsable au stationnement, ce qui est en cours de planification et on espère de réalisation dès cette année, la collecte d'informations sur les différents types et différents usages de la bordure de rue, développement de pôles de mobilité, qui est actuellement en planification également, et bien sûr des projets de mutualisation de stationnement, c'est le sujet de notre panel d'aujourd'hui. Donc c'est avec enthousiasme qu'à l'agence on poursuit ces projets, toujours avec une mission extrêmement importante pour nous, améliorer la qualité de vie des citoyens, l'accessibilité à la ville pour tous et la vitalité économique. On espère vous compter parmi nos partenaires à cette grande et motivante mission. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Marc-André et à nos panélistes. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup, M. Chevreau. Oui, effectivement, on est très, très international aujourd'hui parce que non seulement on a des invités ici en présentiel, le nouveau mot depuis 2 ans, mais aussi des invités qui seront en Europe sur les écrans ici. Alors, je vous les présente dans l'ordre et dans le désordre. Gauthier Calan, tout d'abord, qui est juste ici à mes côtés, directeur principal innovation et marketing au groupe Indigo, un acteur privé important dans la gestion du stationnement et maintenant aussi pour les vélos en libre-service. Alors, merci d'être là. On a aussi Éric Disserbeau, directeur mobilité transport de Rennes Métropole. Bonjour. Bonjour. Éric Dubois, là, qui est sur un écran. Éric Dubois, directeur général de Parking Bruxelles. Bonjour à vous, M. Dubois. Bonjour. Merci d'être là. Merci de prendre du temps pour vous connecter avec nous. Également, sur l'autre écran à côté, Mathieu Nicaise, ingénieur spécialisé en transport à STIB Bruxelles, qui est un peu l'équivalent de notre STM, Société de transport à Montréal, ici. Bonjour à vous, M. Nicaise. Bonjour à tous, et c'est bien exact. Merci d'être là. Antoine, et finalement, c'est ça, Antoine Sambin, qui est avec nous, chef de service stratégie de mobilité à l'Agence de mobilité durable. Merci également. Bonjour. Alors, je vais revenir sur la fameuse définition dont je vous... si vous voulez, oui, une main d'applaudissement. Allez-y, allez-y. On a un animateur ou une animatrice de foule à l'arrière. C'est bon, c'est bon. Je vais revenir sur la définition, oui, qu'on avait au départ. Bon, je vous disais, disons qu'il y avait un caractère très économique à la définition du dictionnaire sur la mutualisation. Je serais curieux peut-être d'entendre un peu la définition peut-être plus élargie de nos invités ici. Je commencerai peut-être avec M. Disserbeau. De votre côté, vous, à Rennes Métropole, est-ce que, ça ressemble à quoi votre définition de mutualisation du stationnement? La mutualisation du stationnement, je pense que c'est d'abord une question d'optimisation de l'espace public. L'espace public, on a beaucoup d'attentes des habitants pour l'utiliser. Alors historiquement, il y a beaucoup de places qui est en effet dédiée à la voiture, soit par les routes, soit pour le stationnement, sur voirie ou en ouvrage, on va en reparler ensuite. Mais aujourd'hui, les attentes, elles sont beaucoup plus vastes et différentes que ça. Tous les habitants d'une ville n'ont pas une voiture, n'ont pas envie de l'utiliser en permanence quand elles en ont une. Par contre, il y a des demandes d'espaces verts, de pistes cyclables, de trottoirs ou de zones piétonnes très élargies, d'espaces de jeu pour les enfants, de diverses choses pour améliorer le cadre de vie. Et donc, cette mutualisation, c'est vraiment un moyen de répondre aux besoins de stationnement qui existent pour les résidents, pour ceux qui viennent travailler, pour ceux qui viennent faire des achats, mais en même temps de diminuer cet espace au strict minimum pour permettre justement ces autres occupations de l'espace public. Donc, de repartager l'espace public pour y offrir d'autres fonctions, finalement. Tout à fait. M. Sambin? Oui, tu l'as dit, mutualiser, c'est mettre en commun, c'est partager. Donc là, en l'occurrence, c'est partager des places de stationnement qui sont disponibles parfois certaines heures ou certains jours, ce n'est pas forcément tout le temps. Et derrière ça, il y a 2 grands objectifs. Il y a un premier objectif, c'est optimiser le remplissage de ces stationnements qui sont parfois disponibles, mais aussi rationaliser les usages de ces stationnements. Et puis le deuxième grand objectif, Éric le disait, c'est inciter au report du stationnement qui est beaucoup sur rue vers le hors-rue, donc libérer l'espace public pour permettre d'autres usages. Et quand vous dites le hors-rue, donc on parle du privé ou un mélange de privé-public? Ça peut être tout type de stationnement qui n'est pas directement sur la bordure, qui est hors rue. Peut-être je peux présenter un exemple. On travaille beaucoup avec le quartier de Griffintown, qui est un quartier à Montréal, qui est en réaménagement. Et justement, dans la rue, ils installent des voies réservées pour des bus, des voies cyclables, de moins en moins de stationnement parce qu'on veut faire aussi du verdissement. Et donc, cette rareté de stationnement sur rue est compensée par beaucoup de stationnement hors rue. Et un des projets que l'agence est en train de monter avec l'ETS, qui est une école d'ingénieurs dans le quartier, c'est justement de mettre à disposition les stationnements assez disponibles de cette école en soirée, là en fin de semaine, puisque les étudiants, les professeurs sont là en journée, mais en soirée, en fin de semaine, on a de la disponibilité. Et justement, les résidents du quartier qui ont peut-être tendance à se plaindre parce qu'ils ont moins de stationnement, leurs besoins correspondent à la soirée, à la nuit, à la fin de semaine. Et c'est là où on voit la complémentarité des usages
Et je pense que c'est un des points assez essentiels, c'est de trouver vraiment cette complémentarité qui permet de mieux remplir les différents stationnements. Monsieur Dubois? Oui, j'ai tout ajouté en ce qui concerne la définition. Monsieur Dubois, je pense qu'on a un enjeu avec votre micro. Je vais vous laisser peut-être juste le replacer ou juste vous reconnecter. On vous entend très, très mal. Donc, je vais peut-être rebondir à votre collègue juste à côté, Monsieur Nicaise. Tout a été dit, hein, c'est la lutte pour l'espace, hein, c'est l'histoire de la mobilité urbaine. Mais en plus de ça, moi je vois peut-être aussi un enjeu de diversifier un peu l'usage de l'espace public et parfois de tester en fait d'autres usages de l'espace public, d'autres usages que le stationnement à certains moments, à certains endroits, etc. D'introduire aussi un peu la variable temporelle qui est encore peu utilisée dans nos politiques de mobilité. La variable temporelle, pouvez-vous définir un peu? Par exemple, avoir du stationnement, je ne sais pas, du lundi au vendredi, et puis samedi, dimanche, vous utilisez le même espace pour un autre usage, peut-être plus récréatif, peut-être plus commercial, etc. Donc, une forme de Donc mutualisation. de sortir un peu... Une forme de mutualisation dynamique, finalement, comme la tarification dynamique, par exemple. En tout cas, je trouve que c'est une belle vision pour enrichir un peu le fonctionnement de nos écosystèmes urbains, puisqu'on est très, très figé dans des règles qui sont valables 365 jours par an. C'est le cas de la majorité des règles de fonctionnement, finalement, de la mobilité urbaine et de l'espace public. Et donc, introduire des variables et une adaptation beaucoup plus fine à des usages, à des besoins, je pense que c'est un peu le rêve de tous les planificateurs de mobilité. C'est peut-être pas nécessairement évident, mais on peut petit à petit introduire des petits grains de sable dans la mécanique. Dans la mécanique, voilà. Et j'imagine que pour le privé, cette forme de mutualisation, parce qu'on le disait, on veut retirer les gens de la rue pour les amener vers le hors-rue, donc des stationnements qui sont sur des terrains vacants, par exemple, ou dans les tours à bureaux. Donc, j'imagine pour vous, c'est fort intéressant comme concept, là, parce que c'est de maximiser de jour, de nuit, soir, fin de semaine, les cases de stationnement existantes qui, comme le disait M. Nicaise, parfois ne sont pas très utilisées. On peut penser aux tours à bureaux, par exemple. Puis avec le télétravail, ça vient de s'amplifier. Le lundi, le vendredi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cases disponibles dans certaines tours à bureaux. Ton impression est bonne, Marc-André. Mais peut-être, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais essayer d'amener un peu de concret pour ne pas répéter ce que mes collègues ont déjà dit. La mutualisation, nous, on le voit sur deux prismes. Il y a l'espace dans lequel on le fait, et puis il y a l'usage. Dans l'espace, Antoine l'a très bien nommé, Eric également, c'est le stationnement sur la rue. Je pense qu'à Montréal, 75% de la bordure est occupée par des places de stationnement. Et après, on va basculer dans le stationnement hors rue. Et là, il y a deux grands volets. Il y a le stationnement qui est hors rue, mais qui est public, ouvert à tout le monde. Et puis, il y a le stationnement hors rue qui est privé, donc qui n'est réservé qu'aux gens qui travaillent dans la tour ou qui y habitent, typiquement. Donc ça, c'est les trois grands espaces. Et nous, un peu ce que tu disais, c'est que finalement, on voit le lien entre les trois. Alors, pour aller un peu dans le concret, pour moi et pour nous, la mutualisation de l'espace sur rue, c'est finalement de sortir le bloquant qui est la place appartient aux riverains et amener d'autres choses. Donc, on parle de transport et de livraison, on parle de VTC, les Uber, etc. Le car sharing, des espaces pour les enfants. Et donc, nécessairement, on va enlever de la place sur la rue. Et à quelque part, on a envie de redonner l'espace sur la rue aux gens. Et on avait cette conversation avant de commencer en se disant, finalement, le stationnement a un coût pour tout le monde, en tout cas celui de la rue. Celui qui a une voiture est content de l'utiliser pour sa voiture. Peut-être que son voisin qui n'a pas de voiture aimerait utiliser l'espace pour autre chose que la voiture du voisin. Bon. Et c'est là où, effectivement, tu peux te dire, essayons d'amener les gens de la rue vers le hors-rue. Et effectivement, il y a des stationnements qui ne sont pas pleins en souterrain. Et donc, les propriétaires de ces stationnements vont être extrêmement contents de voir des gens arriver. La profitabilité du stationnement va augmenter. Et puis, à quelque part, ça permet de redonner en fait la bordure à du très court terme. Moi, je pense que c'est un élément très important, c'est que la bordure, c'est des gens qui s'arrêtent très peu de temps.
quelques minutes, quelques heures maximum. On veut énormément de rotation, de roulement. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'en fait, ça dynamise. Je vais prendre un exemple très concret pour ceux qui habitent à Montréal. Si vous allez à côté du marché Jean Talon la fin de semaine, il est extrêmement compliqué de se stationner puisque les riverains tiennent à leur place en bas de chez eux et les gens qui viennent la fin de semaine spécifiquement pour le marché aimeraient s'y stationner également. Donc là, on a un enjeu. Et donc la mutualisation, ça permet aussi finalement d'adresser les besoins de chacun et à quelque part d'avoir une ville beaucoup plus inclusive. M. Dubois, je me réessaie avec vous. Peut-être une question, parce que là, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête en écoutant nos différents intervenants. Retirer le stationnement pour le redonner pour autre chose, c'est une chose. Le rediriger vers le hors-rue, c'est une chose. Mais souvent, il y a une perception du public aussi, parce qu'on ne les voit pas, les stationnements, des fois hors-rue, qui sont sous des tours et autres. Et on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de stationnement lorsqu'on arrive à un endroit et on tourne longtemps en rond. Donc, ça prend des moyens de communication pour y arriver, de dire, bien, écoutez, vous arrivez dans tel secteur, voici les places disponibles. Est-ce que ce changement de perception du public, vous le vivez, vous, de votre côté, ou des gens qui croient parfois qu'il n'y a pas de stationnement dans certains secteurs? Est-ce qu'il y a des enjeux de communication de votre côté? Je vais réessayer. Je ne sais pas si vous m'entendez bien maintenant. Oui, là, c'est beaucoup mieux. Ah, OK. Bon, c'est une bonne chose. Donc, peut-être d'abord, quelques mots sur la situation spécifique à Bruxelles. Parce que la mutualisation à Bruxelles est au même moment une nécessité et une opportunité. C'est-à-dire que dans le plan Good Move, donc c'est le plan de mobilité pour la région bruxelloise, ils ont décidé de supprimer 65 000 places de stationnement en voirie et de les replacer par 20 000 places hors voirie. Donc, c'est-à-dire que nous devons faire quelque chose avec ça. Mais le deuxième élément, c'est qu'il y a énormément de places de stationnement hors voirie qui sont disponibles, mais pas toujours connues comme disponibles. Certainement pas pour le public. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on essaye de faire des accords avec des entreprises privées, très souvent, mais aussi des autorités publiques, comme des sociétés de logement social, par exemple, qui ont énormément de places disponibles. Et donc, on va maintenant essayer de créer des parkings mutualisés dans ce grand espace qui existe. Dans le cadre de la communication, il y a une autre chose qui joue, c'est que pour l'instant, parce que il faut dire que c'est surtout pour les riverains, donc on ne va pas mutualiser pour les nafteurs. Pour eux, il y a d'autres mesures pour les garder un peu hors du centre de Bruxelles, mais pour les riverains, donc on va essayer. Mais un point qui nous empêche de faire ça, c'est le prix qui est très bas pour les cartes riverains. Donc, le prix est maintenant fixé sur 15, parfois 30 euros par an. Et donc, on peut bien communiquer, mais pour convaincre les gens d'utiliser une place de stationnement hors voirie qui va coûter au moins 60 ou 70 euros par mois, quand ils payent maintenant entre 15 et 30 euros par an, c'est pas si évident. Donc, on va lancer des campagnes de communication pour essayer de mieux informer et mieux convaincre les riverains. Oui, bien, écoutez, il y a encore beaucoup d'éléments qui me viennent en tête en vous écoutant. Bien, le tarif, la tarification, ça, évidemment, je pense qu'on pourrait... Oui, justement, vous vouliez rebondir là-dessus, M. Sambet? Cette notion d'information est très importante et j'irais même plus large. Je parlerais d'expérience client de qualité, qui est un des leviers importants pour réussir la mutualisation. Et ça, c'est à Montréal, en tout cas, c'est un vrai rôle de l'Agence de mobilité durable, c'est d'assurer un jour peut-être ce parcours client de qualité en informant où sont les stationnements mutualisés, quand est-ce qu'ils sont disponibles, s'ils ne sont pas disponibles tout le temps, certains jours, certaines heures, à quel tarif, peut-être même les réserver, s'assurer d'avoir une place garantie. Bref, ça c'est un des vrais leviers, et puis on pourrait même aller plus loin, un jour instituer une sorte de norme en disant, ben voilà, pour être un stationnement mutualisé, reconnu, il faut suivre un certain nombre de normes en termes d'information, mais aussi peut-être en termes d'aménagement, voilà, pour pouvoir accueillir et faciliter toujours cette, je dirais, complémentarité des usages. L'arrimage. M. Callan? Ce que dit Antoine est extrêmement important. C'est vrai que le frein principal de quelqu'un qui se stationne dans la rue aujourd'hui, de partir dans le hors-rue demain, souvent, c'est que déjà, il a peur, il ne sait même pas comment rentrer dans le stationnement.
Et surtout, il a très peur de savoir comment en sortir une fois qu'il s'est stationné. Et comment je vais être capable de repartir chercher ma voiture et de re-rentrer dans l'édifice sous lequel on va retrouver le stationnement. Et donc, c'est vrai ce que dit Antoine, finalement, c'est extrêmement important, c'est de dire, si on veut que les agences ou les villes fassent des partenariats, notamment avec des opérateurs de stationnement privés, qui vont représenter la majorité de l'inventaire de stationnement disponible dans les villes, il faudrait mettre en place une sorte de label ou un certain nombre de critères qualitatifs d'éclairage, d'accessibilité, de visibilité, qui fassent que les gens retrouvent une expérience client qui est la même. Et surtout, un sentiment de sécurité aussi. Exactement. Il y a peut-être aussi un autre aspect, c'est comment on va communiquer cette information. Et là il y a deux grandes pistes. Si on est une ville comme Montréal qui a déjà son application pour payer le stationnement sur la rue, alors effectivement d'amener l'offre de stationnement hors rue sur cette application-là, et pourquoi pas la possibilité pour les gens d'utiliser cette application pour également payer le stationnement avec un système d'interopérabilité, etc. Là, on est sur du gagnant-gagnant. Dans d'autres villes, je pense notamment à Paris, qui a fait le choix de ne pas avoir sa propre application de stationnement, mais d'aller ouvrir à quelques acteurs. Là, peut-être que le contrat de confiance entre les deux pourrait être de dire j'ouvre mon inventaire de stationnement sur la rue uniquement aux opérateurs qui représentent un certain nombre de places hors rue. Et donc on a bien ce lien finalement avec une seule application, en tout cas je choisis celle que je préfère, j'ai accès à peut-être 60-70% de l'inventaire de stationnement pour l'ensemble de la ville, qui soit sur rue ou hors rue. Je me permets juste de compléter parce que puisqu'on parle de technologie, d'application, tout à l'heure je parlais de l'exemple de Griffintown et du partenariat avec l'ETS qu'on est en train de monter. Là, on s'appuie non pas sur l'application de l'agence, mais sur l'application d'une start-up québécoise qui s'appelle Click and Park, qui permet de réserver, de payer, d'accéder au stationnement de cette école d'ingénieurs, et puis qui permet aussi d'inciter à la sortie. Parce que là, on parlait des inquiétudes des utilisateurs. L'inquiétude de l'ETS, c'est de dire bah oui, mais moi, le matin, à 8 h du matin, j'ai mes professeurs, j'ai mes élèves qui arrivent. Je veux que les autres usagers qui sont venus pour la nuit sortent et libèrent leur place. Et là, en l'occurrence, l'application de Click and Park incite à la sortie et permet ce partage, ce meilleur usage. Ben oui. Vous allez-y, M. Disserbeau? Oui, tout à fait. Nous, on a ouvert les données de stationnement en ouvrage sur Rennes Métropole, notamment sur la ville de Rennes. Donc, on a des applis propres à nos outils qui sont intermodales d'ailleurs. On a l'appli de transport collectif qui va vous donner de la recherche d'itinéraires, différentes choses. Un peu d'itinéraire voiture aussi, de congestion, de la mise en relation de covoiturage. Et vous avez en même temps la disponibilité dans cette application des parcs relais. On a 4000 places de parcs relais en extrémité du métro, on va dire, avant d'entrer dans la ville. Et également la disponibilité des places dans les 11 parcs en ouvrage qui existent dans Rennes, pour que sur un même outil, alors sur notre outil, mais ils peuvent utiliser d'autres outils en l'occurrence, mais sur notre outil, les automobilistes peuvent justement choisir les différentes solutions qui s'offrent, avoir la connaissance de toute cette information selon le mode ou le moyen qu'on a envie d'utiliser, pour pouvoir justement faire leur choix modal. Donc ça peut être par notre outil, mais comme les données sont ouvertes, il y a également des opérateurs qui utilisent ces données en open data, en données libres, pour pouvoir créer leur propre application et avoir ces mêmes informations, toujours à jour bien sûr. Bien, c'est ça, vous m'amenez sur un terrain fort intéressant, celui du data, parce que j'ai l'impression qu'un des défis ou des blocages pour pouvoir arriver à une certaine forme de mutualisation, c'est d'avoir les données, non seulement pour concevoir les applications, mais juste avoir les données de ce qui est disponible ultimement dans la ville, que ce soit sur le domaine public ou privé. On sait qu'à Montréal, par exemple, des capteurs au sol, on n'en a pas nécessairement. En tout cas, s'il y en a, c'est peut-être... confirmez-moi, il n'y en a pas vraiment à Montréal? Hein, non, mais en projet pilote, c'est ça. Donc voilà, donc d'avoir ces données-là pour pouvoir justement réussir à avoir ces outils qui vont permettre de mutualiser. Et j'imagine, vous, M. Nicaise, justement, en tant qu'ingénieur, c'est un peu la base aussi pour faire votre travail, d'avoir ce data-là, qu'il soit en données ouvertes ou autres, là. Bah oui, parce qu'en fait, on est assez pauvre en données d'usage dans le domaine de la mobilité. On a des données factuelles
sur les infrastructures, le nombre de places, etc. Par contre, dès qu'il s'agit un petit peu de qualifier les usages des réseaux, les usages du stationnement, les taux d'occupation, etc., là, on est beaucoup moins bien outillé. Or, c'est justement là qu'on peut trouver un petit peu les gisements d'efficacité pour de la mutualisation, par exemple, ou pour une diversification des usages de l'espace public. Donc, il y a un gros enjeu, effectivement, de comment trouver des moyens de récolter ces infos. Alors, peut-être pas nécessairement en mettant des capteurs sous toutes les places, mais peut-être plutôt en allant voir du côté des véhicules, puisque finalement, on va de plus en plus vers des véhicules qui communiquent. Et là, il y a quand même une perspective d'amélioration assez importante, d'avoir beaucoup plus de données de mobilité à travers les véhicules. Et vous, M. Dubois, justement, quels sont les défis pour arriver à cette mutualisation? Est-ce que les données, pour vous, sont justement un des gros défis pour développer des outils? Est-ce qu'il y en a d'autres aussi de votre côté? Oui, donc à Bruxelles, le problème est le même pour la STIP que pour nous, je pense. Mais on a quand même un observatoire de stationnement. Donc, ça nous donne une vue plutôt complète sur l'offre de stationnement, mais pas sur les conditions. Hein. Par exemple, on a parlé de la possibilité d'utiliser des places juste entre, disons, 18 h le soir et 8 h le matin. Ça, on ne sait pas. Donc, on sait qu'il y a des places, mais pas les détails pour voir comment ou quand on peut les utiliser. Donc, ça pose un problème. Pour le stationnement en voirie, on lance régulièrement des études pour l'offre et pour la demande. Donc, on est en train de lancer une autre. Et un autre projet qui est maintenant, qui existe, mais qui est en train d'être développé, c'est dans une cartographie sur lesquelles les propriétaires des parkings peuvent se connecter et donc indiquer le nombre de places disponibles dans leur parking avec si c'est 24 sur 24 ou c'est juste la nuit et des choses comme ça. Donc ça existe déjà pour les parkings vélos et donc on va faire exactement la même chose pour les parkings pour les véhicules. Vous m'avez intrigué quand vous avez parlé d'un observatoire du stationnement. Vous en servez comment? Quels sont les objectifs de cet observatoire? C'est vraiment collecter toutes les données qui concernent le stationnement à Bruxelles. C'est tout ce qui concerne la demande et l'offre en voirie, demande et offre hors voirie, le stationnement en vélo. Et donc, ces données sont disponibles directement pour les autres acteurs publics, les communes, la STIP, l'administration de la mobilité et des choses comme ça. Mais même pour des partenaires privés, c'est accessible. Donc, on veut donner une vue la plus complète possible sur le stationnement à Bruxelles. C'est pas complète à l'instant, mais on travaille sur ça et donc il y a déjà beaucoup de données dedans. Donc si quelqu'un veut savoir dans un certain quartier si c'est réglementé, c'est payant ou autre chose, ce sont des choses qu'on peut retrouver via cet observatoire. Avec votre observatoire. Intéressant. J'étais curieux de ça. Bon, M. Dubois a fait référence tantôt à une forme de mutualisation dynamique du stationnement en fonction des heures de la journée et autres. À Montréal, M. Sambin, nous, on a une forme de mutualisation estivale, donc plus saisonnière. Là. Durant l'été, il y a des terrasses qui apparaissent. Durant l'hiver, les cases de stationnement reviennent. Est-ce qu'il y a une étude peut-être ou des projets pilotes qui s'en viennent pour élargir un peu cette forme de mutualisation qui soit plus que saisonnière finalement? En tout cas, on l'a dit au début, un des grands objectifs et un des grands bénéfices de la mutualisation, c'est vraiment de rationaliser les usages et que ce soit sur rue ou effectivement on peut imaginer beaucoup d'autres usages de la bordure de rue, donc pas seulement du stationnement automobile individuel, mais automobile partagé, pour du vélo, des voies de bus, des voies cyclables, et puis après on va plus loin, du verdissement, des placotoirs, des terrasses. Quelque part, c'est aussi valable pour le stationnement hors rue, où tout l'intérêt de, je dirais, reporter le stationnement de la rue vers le hors rue, c'est de remplir ou optimiser le remplissage des stationnements hors rue avec des voitures, mais pas seulement.
ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi tous ces nouveaux usages hors rue. Et là, on peut retrouver du vélo-partage, de l'autopartage, donc plutôt des modes de transport alternatifs. Puis Gauthier l'expliquera, il y a aussi plein d'autres projets autour de l'entreposage, autour d'autres usages de ces stationnements-là. Si on a parlé d'Uber Eats tantôt et autres, et ça m'amène justement, quand vous parlez de transférer hors rue le stationnement, à cette idée de partenariat public-privé. Et je sais qu'il y a eu des essais, des volontés, par exemple, avec certaines tours à bureaux ou autres, de créer ce type de partenariat, mais je sais que c'est pas évident à faire. Il y a des blocages, je pense aux assurances et tout ça. Je serais curieux de vous entendre sur les modèles d'affaires qui peuvent être mis en place et voir un peu les blocages qu'il peut y avoir. Des fois, c'est la réglementation municipale. Bon, je serais curieux de vous entendre là-dessus sur le type de modèle d'affaires qu'on peut essayer d'instaurer. Il y a deux grandes choses à dire ici. La première, c'est que... moi, je vais me placer du côté du propriétaire privé du stationnement. Hors rue, la problématique, c'est que le stationnement, et notamment en Amérique du Nord, est tellement ancrée dans notre culture et dans notre mobilité qu'elle est devenue en fait un centre de profit extrêmement important pour les édifices qui sont au-dessus, à côté, etc. Donc, si je prends les aéroports, typiquement, la première source de revenus qui n'est pas celle liée à ce qu'un avion se pose et que les compagnies aériennes payent l'aéroport pour avoir ces avions, c'est le stationnement. Donc, si je diminue les revenus de stationnement, la bâtisse et l'activité en arrière vont devoir trouver un autre équilibre. On l'avait vu avec les hôpitaux dans la province du Québec, 2016 je crois. Il y avait eu un changement de tarification des stationnements payants pour que ce soit moins cher, notamment pour les gens qui viennent régulièrement, dialyse, traitement long terme, etc. Et donc les fondations des hôpitaux s'étaient retrouvées à dire cet argent qui finançait l'agrandissement des hôpitaux, de nouvelles machines, etc. Aujourd'hui, j'ai un trou dans le budget, aussi simple que ça. Et donc c'est vrai, quand on parle de mutualisation, je ne pense pas que ce soit qu'il y ait une mauvaise foi ou une non-volonté de la part du privé. Je pense que la problématique dans laquelle ils sont, c'est qu'en tant que propriétaire d'un édifice, il y a une rentabilité globale de l'actif immobilier. Le stationnement est un actif immobilier dans l'actif immobilier et qui doit faire sa part dans la profitabilité. Et on peut même pousser un cran plus loin, sans aller trop loin non plus, mais l'immobilier en Amérique du Nord, c'est notamment ce qui permet à des fonds de pension, des systèmes de retraite de vivre et de faire fructifier sur une échelle de plusieurs décennies ce que nous, épargnants, mettons tous les mois. Alors si on touche à la rentabilité du stationnement, on touche à la rentabilité de l'actif immobilier. Et donc là, quelque part, on vient chambouler tout un modèle. Il ne faut pas le voir comme une fin. Je dis ça parce qu'il faut l'avoir en tête. Maintenant, il faut trouver des moyens. Alors moi, dans les moyens, et Antoine l'a un petit peu introduit, peut-être rapidement ici, c'est tout ce qui n'est pas traditionnel dans un stationnement. Et donc c'est ce qui est sexy, ce qui fait que j'arrive à embaucher des gens dans nos équipes en ce moment, parce que le stationnement, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy sur le papier. Mais quand on dit que dans les stationnements, on va faire des centres de logistique, de l'agriculture biologique, des data centers, etc. Alors là, il y a une autre manière de penser le stationnement qui arrive. Et pourquoi ? Parce que le stationnement est un actif qui est sous-valorisé, notamment d'un point de vue prix, c'est-à-dire que si vous voulez lancer une activité au centre-ville de Montréal, de Rennes, de Bruxelles, ça coûtera probablement moins cher de le faire dans un stationnement que de le faire dans un local qui a vue sur la rue. Et donc on s'affaire à amener ces activités-là. Et tu me posais la question de est-ce qu'il y a des problématiques, notamment de réglementation. Il y en a une que je peux citer, un cas très concret. Une ville canadienne où on gère l'aréna de l'équipe de hockey et qui est à l'extérieur de la ville et qui est entourée d'énormes stationnements extérieurs. C'est des gros îlots de chaleur qui sont vides, pas mal tout le temps en dehors des événements. Et de l'autre côté, on avait un partenaire à nous qui est une très grande entreprise qui fait beaucoup de livraisons de boîtes à la maison, qui me disait finalement, moi... 10 mois de l'année, mon système d'entreposage me convient très bien. D'octobre à décembre, au moment du Black Friday et de Noël, j'ai un problème. Et donc j'aimerais construire un centre de triage temporaire. Et j'aimerais prendre 300 espaces de stationnement autour de l'aréna. Et je suis capable de démonter ce centre-là en une journée. C'était un projet incroyable. Tout le monde s'est entendu. Et éventuellement, la ville a refusé sous effectivement la réglementation, les permis et le zonage. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que ça aurait permis d'éviter beaucoup de choses et de faire une belle preuve de concept. Et on n'a pas eu forcément l'occasion de le faire. Monsieur Ducerbeau.
un exemple également de partenariat public-privé. En France, quand un promoteur immobilier construit une résidence de logement, il doit fournir en même temps sur la parcelle un certain nombre de places de stationnement pour les résidents. Il y a plusieurs pays qui sont comme ça. Et donc, la plupart du temps, il crée son propre stationnement pour les résidents et autres. Et parfois, et on a un exemple récent, la ville ou la métropole lui a aussi un intérêt à créer du stationnement pour d'autres usages que ses résidents à proximité. Et donc, on va contacter ce promoteur pour dire, plutôt que faire uniquement votre stationnement sur votre parcelle, on va faire un plus grand parking en ouvrage, on va rassembler tous ces usages et on va pouvoir répondre aux différents besoins de stationnement qui existent sur cet espace. Donc on a ouvert le mois dernier un parking de 300 places comme ça au nord de Rennes, mais très proche du centre-ville, qui a 3 fonctions. Il y a dans les 300 places, le promoteur immobilier en devait à peu près 120 pour les résidents. Mais tout ça est mutualisé, donc ce n'est pas une place identifiée, bien sûr, qu'il y a dans ce parking qui est à destination des résidents. En fait, les résidents, ils acquièrent un droit d'usage d'une place à un moment donné, enfin en permanence, mais ils l'utilisent qu'à un moment donné dans ce parking. Nous, on avait d'autres besoins. Il y a le centre des congrès qui est à proximité de ce parking, qui est assez récent, où on a des besoins de stationnement, y compris des réservations en amont de stationnement, des choses comme ça, donc avec des caractéristiques un petit peu spécifiques à ce parking pour avoir des entrées séparées sur réservation, des choses comme ça. Et puis, il y a les autres usages à proximité du centre-ville pour du travail, pour d'autres choses. Donc c'est vraiment, ça nous a conduit à faire justement un parking de 300 places qui mutualise tous ces espaces, qui permet que, y compris le droit d'usage d'une place pour les résidents, il est vendu tout le temps, y compris pour certains qui n'ont pas de voiture. À Rennes, dans le centre-ville, aujourd'hui, on est à peu près à 0,8 voitures par famille. Donc il y a des familles qui n'ont pas de voiture et qui sont directement là, qui acquièrent quand même ce droit. Mais qui ne l'utilisent pas. Et puis même une famille qui l'utilise, elle va l'utiliser principalement la nuit pour certaines ou à d'autres moments. Et donc en ayant tout ça, on peut vendre ce stationnement sur tous les horaires où il est libre globalement, avec soit de l'horaire, soit de l'abonnement travail, plutôt de journée, ou des choses comme ça. Wow, intéressant. Est-ce qu'on a des projets comme ça à Montréal en gestation? Je dirais 2 types de projets. Où je vais prendre par exemple 2 exemples, mais qui sont peut-être dans d'autres villes que Montréal. Quand on parle de mutualisation hors rue, de stationnement en rue, je distinguerai les stationnements qui sont déjà existants. Et là, c'est quand même plus facile d'aller vers des stationnements qui sont déjà ouverts au public ou une partie du public, des tours à bureaux, des stationnements Indigo, des stationnements institutionnels comme des écoles d'ingénieurs. Et là, l'enjeu de la discussion publique-privée, c'est vraiment de trouver le bon modèle d'affaires, le bon partage. On parlait de partage d'espace, mais c'est aussi le partage des revenus, par exemple. Et à Genève, la Fondation des parkings a une approche très intéressante, c'est-à-dire que la Fondation gère non seulement les stationnements publics de la ville, mais coordonne une partie des stationnements privés et fait un peu office de, on va dire, de chambre de compensation pour la répartition des revenus, centralise toute l'information. Donc on revient avec l'idée d'information de tout à l'heure, de savoir où est-ce qu'on va, quels stationnements sont pleins ou pas. Ils ont un centre d'appel pour recevoir les appels sur l'ensemble des stationnements. D'ailleurs, l'Agence de mobilité durable de Montréal est en train de développer aussi un gros centre d'appel. Donc on voit toute la logique d'avoir cette centralisation pour des stationnements qui sont déjà existants. Et puis le cas opposé, c'est sur les nouvelles constructions. Sur les nouvelles constructions, je pense que le dialogue doit arriver le plus tôt possible pour anticiper les choses, notamment en termes d'aménagement, parce qu'une fois qu'on a décidé l'aménagement et qu'on a mis le béton, c'est presque déjà trop tard. Et là, à Toronto, on pourrait prendre l'exemple de Toronto avec le TPA, qui est le Toronto Parking Association, qui fait partie des discussions, je dirais, dès le début, même au moment du financement. Comme ils proposent de gérer le stationnement mutualisé de certains nouveaux bâtisses, quelque part, c'est une sorte de revenu garanti qu'ils peuvent apporter dans l'équation de financement. Donc ça, pour les banques, pour tous les partenaires, c'est un vrai atout.
Et puis, ça permet de développer une vraie solution tout au long de la vie de cette nouvelle construction. Je serais curieux de vous entendre un peu sur l'espèce de dilemme qu'on vit actuellement, c'est-à-dire que d'un côté, on veut rendre le stationnement plus facile, on veut essayer d'en retirer hors rue, maximiser ce qu'on a déjà, mais de l'autre côté, oui, on veut rendre le stationnement plus facile avec des applications ou autres, mais on veut aussi, et puis on le voit partout dans le monde encore là, des gouvernements qui font des efforts pour retirer les voitures de la route, donc il y en ait de moins en moins de voitures, donc en facilitant le stationnement, est-ce que d'un côté, on incite à poursuivre avec la voiture, qu'elle soit électrique, à essence ou autre, ou est-ce qu'au contraire, en retirant sur rue, en ayant cette perception qu'il y en a peut-être de moins en moins disponibles sur la rue, les gens vont faire le transfert modal? Je pourrais peut-être poser la question à M. Dubois et par la suite, je vais passer à M. Nicaise. En tout cas, c'est l'idée. Donc, comme j'ai dit au début, dans toute la région, on va supprimer 65 000 places de stationnement en voirie, et on va les remplacer par pas plus que 20 000 places. Et ça, surtout pour les riverains. Donc, ça veut dire que les gens vont certainement chercher des alternatives, surtout via le transport public. C'est dans ce cadre qu'on a quand même une bonne collaboration avec la STIP. Mais pour l'instant, je ne peux pas déjà donner des chiffres parce qu'on n'a pas les données, comme Mathieu a dit, c'est pas notre point fort d'avoir des données. Donc, j'ose pas dire où on est avec cet effet, mais en tout cas, c'est clairement l'intention de la politique bruxelloise, donc de reporter le stationnement plutôt, pas juste hors voirie, mais même hors de la région. Le problème pour Bruxelles, c'est que, ça c'est la situation de la Belgique avec plusieurs régions. Donc, l'idéal serait de créer des bons parking rights, des bons parkings de transit hors de la région. Mais pour ça, on a besoin d'une collaboration avec les autres régions en Belgique. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc, nous, comme agence, sommes limités dans la région bruxelloise. Donc, si on veut créer des parking rights, nous devons faire ça vraiment sur la frontière avec les autres régions. Et honnêtement, normalement, ça devrait être créé beaucoup plus loin du centre qu'aujourd'hui. Mais bon, on n'a pas le choix, donc on va essayer de continuer avec cette politique. M. Nicaise? Oui, on sait, dans les politiques de mobilité, il y a souvent un effet rebond qu'on sous-estime. Et donc là, parfois, il y a des paradoxes, effectivement, dans les politiques qu'on peut mener. Voilà, je pense qu'on doit vivre avec ça. Il n'y a pas de mesure parfaite, il n'y a pas de projet parfait. On n'a pas la formule miracle. Donc, ce qui est important, c'est jouer sur les proportions. Donc, Éric Dubois l'a bien expliqué. On supprime beaucoup plus que ce qu'on crée. Et puis aussi de voir ça au fil du temps, parce qu'on est dans des phénomènes dynamiques de changement de comportement qui prennent plusieurs années, mais qui finissent par imprimer leur marque. Et donc, c'est un petit peu en parallèle de ces évolutions de comportement. Vous faites évoluer évidemment vos capacités de stationnement, mais aussi de transport public, de pistes cyclables, etc. Donc, tout ça se fait dans on va dire, un grand phénomène dynamique sur lequel personne n'a une maîtrise totale. On n'est pas... Voilà, je pense que chacun essaye, dans la mesure de ses moyens, d'orienter un petit peu les choses et de gérer ça au mieux. Mais en fait, vous avez un écosystème urbain qui est plein de nuances et plein de paradoxes et sur lesquels personne ne détient la baguette magique ou la formule miracle. Donc, on doit très humblement, je pense, être conscient de ça et composer au mieux avec ça. Je vous rappelle aussi qu'on va prendre des questions comme dans les rendez-vous précédents de l'Agence de mobilité durable. Donc, si vous voulez réagir, des questions qui vous viennent en tête, vous voulez rebondir, commenter,
Vous allez pouvoir le faire dans quelques instants. Même chose à la maison aussi, donc via l'application de clavardage. Il y a une zone, l'application de visioconférence, il y a une zone de clavardage dans laquelle vous allez pouvoir nous envoyer vos questions, vos commentaires et je pourrai les lire ici sur l'écran qui est devant moi. Monsieur Nicaise, oui, c'est ça, vous avez fait réagir Monsieur Sambin qui voulait rebondir. On parlait de changement de comportement. C'est sûr que tout ce travail-là est un travail lent, progressif. Il faut accompagner ces changements de comportement. On a notamment un projet qui est de construire des pôles de mobilité sur les terrains hors rue, sur les stationnements hors rue. Un pôle de mobilité, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu où on regroupe un certain nombre d'offres alternatives, de l'autopartage, du vélo-partage, du stationnement pour du vélo ou d'autres offres. Ce qui me semble important, c'est de trouver toujours le bon équilibre. D'un côté, le stationnement automobile payant, avec la tarification, on a le moyen d'inciter petit à petit les automobilistes à abandonner leur voiture. Abandonner leur vélo? Ah ben là! D'abandonner leur voiture. Et puis, en contrepartie, si on leur demande d'abandonner leur voiture, il faut bien leur proposer des solutions alternatives. D'où l'intérêt des pôles de mobilité, c'est de leur dire, selon votre usage, selon votre besoin, il y a des voitures en autopartage, il y a des vélos, il y a différentes solutions, les transports collectifs, bien sûr, qui vous permettent de trouver des solutions. D'ailleurs, vous m'amenez sur un terrain intéressant, puis je veux vous entendre là-dessus sur la question de la perception des changements de comportement pour inciter des transferts, un transfert modal ou autre. On le sait, le stationnement, particulièrement à Montréal, n'est pas nécessairement très dispendieux sur rue. On parle de 3 $ de l'heure dans certains secteurs, des choses comme ça, versus un stationnement souterrain ou autre, où là, c'est 15 $ pour, après 2 heures, c'est rendu 15 $, 18 $. Bref, c'est beaucoup. Donc, pour la perception de l'automobiliste, on aime beaucoup mieux stationner sur la rue que se stationner hors rue parce que, à moins, bon, évidemment, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, mais ultimement, souvent, ça revient peut-être un peu plus cher d'aller en souterrain. Donc, ça aussi, il y a un enjeu de perception et parce qu'on parlait de tarification, justement, vous devez quand même être familier un peu avec ces notions-là, j'imagine. Absolument. Le meilleur exemple, c'est Paris. La ville de Paris, j'ai environ 18 mois, 24 mois maintenant, a vraiment augmenté le tarif sur la rue. Et les citoyens ont réalisé que se stationner hors rue était rendu à peu près le même prix que se stationner sur la rue. Donc là, il y avait une acceptabilité d'aller hors rue qui était beaucoup plus forte parce que finalement, je n'avais pas ce gain financier de rester sur la rue. Et puis, je commence à voir aussi d'autres avantages qui est que dans un climat comme le Canada, ma voiture est protégée du froid, de l'hiver. Elle est à 20 degrés quand je rentre dans la voiture. Je n'ai pas les mains qui gèlent sur le volant. Donc, il y a la tarification. Peut-être juste pour rebondir sur ce qui a été dit, parce que c'est important. Le transfert modal de la voiture vers autre chose, Antoine l'a dit, ça a été dit par Eric également, il faut qu'il y ait des alternatives. Il y a des gens qui sont dans les centres-villes qui ont la capacité de dire demain j'arrête la voiture et je bascule vers de l'autopartage. J'ai été personnellement pendant un certain nombre d'années en autopartage sur l'île de Montréal et puis j'ai connu la grande traversée vers la banlieue, la famille, les enfants. Et là j'ai réalisé qu'effectivement il y a des moments de la vie où il y a des endroits où on habite qui ne donnent que très peu d'options de faire autre chose que d'être dépendant de sa voiture. Et qui offrent des aires de stationnement gratuites, faciles, accessibles dans les grands centres commerciaux, les power centers aussi. Exactement. Alors je pense que la subtilité des programmes, c'est qu'elles ne doivent pas culpabiliser les gens qui gardent la voiture du moment où ces gens-là ont l'honnêteté avec eux-mêmes de le savoir que c'est un peu un choix contraint. Et maintenant, c'est plutôt d'encourager avec des actions plutôt positives et des incentives positives le report vers d'autres moyens quand c'est possible. La dernière chose à dire, c'est qu'un stationnement, c'était pensé pour de la voiture. Antoine l'a très bien nommé, c'est vrai qu'on a commencé, écoute, je pense que ça fait 12 ans qu'on fait de l'autopartage dans nos stationnements. On l'a ouvert aux trottinettes électriques, on l'a ouvert aux vélos. On a même conçu des entrées séparées de la voiture dans nos stationnements parce que les cyclistes nous disaient j'ai un vélo électrique qui coûte 2 500, 3 000 $. Et en plus, j'aimerais ça le charger pendant que je suis au bureau la journée.
sans avoir à prendre la batterie, l'amener au bureau, etc. Et donc on a mis en place des parkings à vélo. Et là, par contre, les cyclistes nous ont dit « ouais, mais rentrer en même temps que les voitures, au même endroit que les voitures, j'ai un petit peu peur ». Et donc dans les nouvelles constructions, on accompagne nos clients. On a un très beau cas notamment à Calgary. C'est vraiment une entrée dissociée, etc. Et donc là aussi, si on parle de nouvelles constructions, d'être très proche des promoteurs immobiliers, c'est de se poser ces questions-là. Il y a plusieurs usages dans un stationnement s'il est mutualisé, pardon. Et il y a probablement plusieurs entrées nécessaires. Et un dernier exemple, c'est la logistique du dernier kilomètre. On a eu énormément de demandes pour des stationnements qui ont, le terme en français, des entrées camions, c'est-à-dire pouvoir arriver avec un camion assez large, sortir les boîtes du camion et après ça avoir des vélos cargo qui repartent du stationnement. Et pour faire ça, ça me prend vraiment un accès camion. Le dernier kilomètre. Là, exactement. Ça. Je serais curieux de vous entendre avant de passer aux questions du public, réactions, commentaires, sur est-ce que vous êtes en mesure de mesurer l'efficacité et les impacts réels de la mutualisation? Parce que ça, c'est toujours aussi un défi concrètement pour réussir à convaincre des gens ou des municipalités de changer leur réglementation, d'adopter de nouvelles visions, des plans de transport. Ça prend des études, ça prend des résultats, ça prend... Et bon, on n'a pas parlé d'environnement encore, mais des fois, on pourrait dire, bon, en essayant, bon, il pourrait y avoir des gains environnementaux, par exemple, à mutualiser le stationnement, avec l'autopartage, avec ci, avec ça. Bon, on sait que les gains environnementaux, des fois, c'est difficile à évaluer, du moins de façon plus simple. Êtes-vous en mesure de mesurer l'efficacité de la mutualisation du stationnement d'un point de vue économique, par exemple, ou autre? Monsieur Discerbeau? C'est difficile de l'estimer. On suit quelques chiffres, nous, sur les usages. Donc, on peut regarder justement ce qui vient de propriétaires résidents, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, ou d'autres. Il y a un institut français de recherche qui dit qu'on peut, il s'appelle l'ADEME, et qui suit, qui est un organisme d'État, et qui dit qu'on peut gagner jusqu'à 30% réduire jusqu'à 30% de place en mutualisant le stationnement. Alors, je ne sais pas vérifier le chiffre en tant que tel, mais c'est un chiffre important, en tout cas, et ça montre... et c'est un peu ce chiffre-là qu'on utilise aussi quand on mutualise justement avec des opérations globales comme ça. Il y a, en tout cas, il y a deux manières à gérer. Enfin, il y a deux choses à gérer. Il y a les nouveaux ouvrages qu'on crée, mais il y a surtout le stock, parce que c'est souvent le stock qui est le plus nombreux. À Rennes, la majorité des parkings ont une trentaine d'années pour la plupart des grands parkings en ouvrage. Depuis 20 ans, on sait que depuis 20 ans, on a ouvert 2 lignes de métro, 4000 places de stationnement en parc relais en entrée de ville. On sait que le trafic automobile dans la ville, il a baissé d'environ 30%. Donc, et tout ça pas en créant de la contrainte sur le stationnement haut, parce que les parkings, ils étaient là. Alors, il y en a moins sur voirie, on en profite au fur et à mesure pour diminuer les parkings sur voirie, mais justement, on voit que ce trafic a baissé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, c'est quelque chose qui permet d'avancer au fur et à mesure. Alors, tout se fait vraiment au fil du temps, en regardant les usages, les compteurs de voitures, et justement de regarder, quand c'est possible, dans chaque projet d'aménagement d'espace public, en clair, de réattribuer l'espace pour les différents usages. 30 %, c'est énorme, c'est presque le tiers, là. C'est considérable. Monsieur Nicaise, vous? Oui, on suit évidemment des chiffres un petit peu similaires, essentiellement dans le cadre du plan de mobilité régionale qui s'appelle Good Move à Bruxelles. Avec des réussites et d'autres endroits où c'est évidemment plus difficile. La mobilité, ça reste une matière très, très conflictuelle. Beaucoup de débats, de discussions, d'émotions souvent à fleur de peau. Mais par exemple, dans le centre-ville, on a, avec le dernier plan de circulation qui a été mis en place l'été dernier, là, il y a une grande campagne de comptage qui vient d'être faite et qui indique qu'on a moins 20% de trafic automobile et plus 20% de vélos. Donc, c'est des résultats après un an, je pense, qui sont excellents. Et je n'imagine personne plaider aujourd'hui pour un retour en arrière. Donc, c'est ça aussi, évidemment, qui est toujours, je trouve, la grande réussite d'un projet de mobilité. C'est quand, après quelques mois ou quelques années,
revenir à la situation d'antan paraît complètement absurde pour la majorité des décideurs et de la population. Donc ça veut dire que le changement est acquis. Voilà. Après, évidemment, il y a des évolutions qui sont beaucoup plus lentes, mais qui, comme l'a dit l'intervenant précédent, quand on dézoome et qu'on regarde sur le temps long, on voit quand même le chemin parcouru, et c'est assez fascinant de voir ça sur 20 ou 30 ans, les changements. Et vous voyez aussi sur les réseaux sociaux la popularité de tous ces témoignages où on compare des photos d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. Et les réactions que ça suscite, c'est tout à fait intéressant de voir comme en fait, le regard a changé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a façonné, on a créé une nouvelle normalité. Et la situation actuelle apparaît normale et la situation du passé apparaît comme totalement anormale ou anachronique. Ouais. Vous avez raison quand vous parlez du côté viscéral, émotionnel associé. C'est fou associé à du béton, à de l'asphalte et à des lignes de peinture au sol. Mais effectivement, on le sait à chaque fois qu'on parle de mettre une ligne de vélo en quelque part qui retirait des cases de stationnement. Il y a des commerçants où il y a des gens pour monter aux barricades ou des citoyens ou autres. Donc, il y a quelque chose de très viscéral là-dedans. À Paris, on a vu la mairesse Hidalgo aussi qui essaie de changer, de réduire beaucoup la place de la voiture. Et encore là, quand il y a eu des propositions audacieuses de sa part au centre-ville et autres, encore là, ça a créé des mouvements d'opposition. De votre côté, M. Dubois, vous, est-ce que vous vivez les mêmes réalités? J'imagine que oui, quand même. Oui, donc... Je rejoins ce que Mathieu Nicaise a dit. Donc, dans le cadre du plan Good Move, il y avait énormément de réactions, des positifs, moins positifs aussi. Mais en tout cas, on constate qu'il y a, et ça va très long, je sais bien, mais il y a quand même un changement de comportement. Et c'est pour ça que quand on parle de la mutualisation, pour nous, c'est aussi important de ne pas parler juste des voitures, mais aussi du vélo. Et donc, dans presque tous les projets de mutualisation, on crée aussi des places de stationnement pour les vélos. Et donc, ça crée une opportunité aussi pour les gens pour utiliser beaucoup plus leur vélo qu'avant, parce que c'était un des grands problèmes de Bruxelles. Ça a toujours été une ville voiture. Et donc, on essaie maintenant de faire ce changement. Et donc, le stationnement, ça fait juste partie de cette politique de mobilité. Mais donc, créer des places hors voirie pour les voitures, c'est important. Mais créer aussi une sorte de confort pour les cyclistes, c'est aussi important. Donc, ça, c'est un autre volet dans le cadre de la politique de stationnement et de la mutualisation chez nous. Ah, ben, vous voyez, j'ai un partenaire ici, juste à côté, un collègue qui, lui, allie voiture et vélo. Voilà, il a trouvé la solution. Est-ce qu'on a un micro pour les gens dans la salle? Je crois qu'on en avait un micro. On a monsieur ici, peut-être qu'il y aurait une question. Ça, j'en ai vu un. Ah, ben voilà, le micro s'en vient vers vous. N'hésitez pas aussi, si vous êtes à la maison, au bureau ou autre, vous voulez nous écrire, je vais pouvoir recevoir vos questions dans la zone de clavardage. Donc, il y a monsieur ici avec la chemise bleue, voilà, qui avait une question ou un commentaire. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. On devrait... je pense que maintenant ça marche. Voilà. Oui, bravo pour le panel. Ma question, c'est comment gérer ce changement-là du stationnement sur rue vers du stationnement hors rue sans compromettre les objectifs d'utilisation durable du sol urbain et les objectifs aussi de densification urbaine et offre du logement. Qui veut oser? Je peux commencer en tout cas. L'idée de libérer la rue, on le voit, hein, c'est permettre d'avoir dans la rue, on l'a dit plusieurs fois, de nouveaux usages à la fois en termes de mobilité, de verdissement. Tout ça, finalement, ça permet quoi? Ça permet une meilleure qualité de vie pour les résidents, pour ceux qui y vont, meilleure mobilité, en tout cas différentes offres, de la sécurité, ça permet une meilleure cohabitation entre les différents usagers. Et donc tout ça contribue à une meilleure vitalité économique. Et donc dans un vrai esprit de développement durable. Et puis tu parlais de densification, en tout cas rationaliser les usages, c'est aussi lutter contre l'étalement urbain. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des espaces complètement vides ou en partie vides ou vides certains moments de la semaine, de la journée, on les utilise et on n'est pas en train de s'étaler loin des centres-villes.
Monsieur Callan. Il y a un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui, c'est les voitures électriques. Et peut-être en lien avec la question, moi, je pense qu'une bonne manière d'amener les gens de la rue vers le hors-rue serait une tarification dynamique. Si on dit demain que les prix dans la rue sont sensiblement les mêmes que pour du stationnement hors rue sur quelques heures, alors on peut jouer avec la tarification sur la rue à certains points critiques de pollution, de congestion, etc., pour vraiment inciter les gens à aller dans les stationnements hors rue. Et la tarification dynamique peut s'appliquer en fonction du type de véhicule. Donc si on veut aussi essayer d'encourager, encore une fois, dans quelque chose de positif, la transition vers la voiture électrique, qui n'est pas une finalité en soi, mais qui va quand même peser dans la balance des émissions CO2, alors on peut très bien imaginer que le stationnement coûte moins cher ou il reste au prix actuel pour une voiture électrique et les voitures à essence, le prix monte énormément. Et sur l'autre aspect de la voiture électrique dans la mutualisation on-street off-street, c'est l'offre de bornes de recharge. C'est vrai que présentement, elles sont plutôt sur la rue. Là, on va commencer à retirer des cases, donc on va aussi retirer des bornes, ce qui est assez paradoxal. On a investi, et puis quelques années après, on est en train de les enlever. Alors, l'idée, c'est d'aller amener les bornes dans les stationnements hors rue, parce que la voiture, quand elle se recharge, elle est stationnée, et une voiture, c'est stationner 93% de son temps de vie. Donc, c'est vrai que finalement, de joindre les deux, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc, quelques mots pour... J'ai une question qui vient d'apparaître sur l'écran que je trouve fort intéressante. On dit, généralement, nous considérons le stationnement comme un bien public, à la limite même comme un droit, alors que souvent, ça va servir à une voiture privée qui est stationnée, comme vous le disiez, 95% du temps. Est-ce qu'on pourrait envisager d'autres formes pour l'offre et la gestion de stationnement pour mieux répondre à des besoins communautaires, par exemple des coopératives ou autres, plutôt que des entreprises privées ou une ville qui gère son stationnement? Est-ce qu'il y a des modèles alternatifs qui existent pour mieux répondre à des besoins plus communautaires? Je ne sais pas si... Monsieur Dessureau? Ça me fait penser à quelque chose, ce n'est pas totalement en rapport, mais on parlait de l'intérêt pour les véhicules électriques. On peut aussi s'intéresser aux différents usages de la voiture. Il y a plusieurs usages que les collectivités veulent porter. On a parlé de l'autopartage, mais il y a aussi le covoiturage. Dans nos parkings relais, on est en train de mettre en place, on a déjà développé ça sur 4 parkings, de mettre en place aux entrées des dispositifs qui comptent le nombre de personnes à bord des voitures, avec des systèmes de caméras et de l'API, lecture automatisée des plaques d'immatriculation, et qui du coup vont réserver, sans les identifier dans le parking, mais vont réserver X% des places. Et on peut définir justement et faire évoluer ce pourcentage en fonction du type de jour, en fonction d'une année sur l'autre ou des pratiques, pour dire les covoitureurs, puisqu'on veut les inciter, au-delà des voies réservées pour le covoiturage et autres, à destination, ils auront toujours une place garantie pour eux, puisqu'on va faire en sorte que ce nombre de places pour les covoitureurs soit toujours accessible dans le parking, quitte à dire, pour les autosolistes, ce nombre de places c'est fermé avant, dans le parking, quand le parking est plein. Ça se fait donc de façon automatique via... Oui, on commence à le faire depuis 1 an et demi. Là, on a commencé à mettre des dispositifs comme ça. Et donc, tout est automatisé. Alors, c'est encore en rodage sur certains parkings. Il y en a d'autres qui fonctionnent bien aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui... Alors, on peut le faire que dans les parkings en ouvrage, parce que sur rue, on n'a pas de type de contrôle ou autre en entrée, mais c'est quelque chose qui est assez pertinent, justement, pour jouer sur les usages qu'on veut porter et de réserver ce stationnement vraiment aux usages qui nous intéressent. Pour inciter le covoiturage, c'est intéressant. Nous, ici, au Québec, on a ces voies réservées, par exemple, à des gens qui sont 2 ou 3 par véhicule, donc des voies pour rouler sur les autoroutes et autres. Mais là, dans votre cas, ça va même jusqu'au stationnement. Alors, on a aussi les voies réservées. Il y en a une à Rennes aujourd'hui et on va jusqu'au stationnement au parc relais. Ouais. Je ne sais pas si M. Dubois ou M. Nicaise, voulez-vous réagir à cette question? Comment, disons, de la gestion de l'offre alternative pour mieux répondre à des besoins communautaires au niveau du stationnement? Il n'y a pas vraiment de projet pour l'instant. On se focalise sur des projets en collaboration avec le secteur public ou privé. Il y a un exemple, mais ce n'était pas à Bruxelles, c'était dans le passé, quand je travaillais pour la ville d'Anvers en Belgique, et on avait fait un accord avec les exploitants de parking sur les exploitants privés
pour deux choses. D'abord, on avait fait un accord que les tarifs hors voirie dans les parkings publics seraient toujours moins élevés que les tarifs en voirie. Et deuxièmement, on a fait un accord pour donner des abonnements aux riverains dans les mêmes parkings publics et avec une sorte de subside du côté de l'agence stationnement anversoise en ce temps-là. Et c'est-à-dire ceux qui... les riverains qui décidaient de ne plus garder leur carte riverain recevaient donc une sorte de subside sur leur abonnement de riverain. Donc, c'est les deux mesures pour quand même encourager les gens d'utiliser les parkings publics. Et surtout pour les riverains, il y avait quand même un certain succès, un certain effet de cette mesure-là. Mais pour le reste, il n'y a pas vraiment d'autres projets pour... Non, mais avec des incitatifs financiers. Souvent, c'est avec le portefeuille qu'on fait bouger les choses. Alors, des incitatifs financiers intéressants. Voulez-vous rebondir là-dessus? Je vous ai vu réagir. Je réfléchis à la question qui a été posée. Je ne saurais pas dire s'il y a un milieu entre le public ou privé. Mais peut-être une chose rapidement, de dire que si on construit des nouveaux stationnements aujourd'hui, finalement, le sujet n'est peut-être pas savoir qui le possède, mais plutôt comment il a été conçu. C'est-à-dire, un stationnement doit être pensé demain pour être transformé en logement, en bureau, etc. Et donc, ça veut dire que dès le début, dans la conception, les hauteurs de plafond, la possibilité de pouvoir mettre des fenêtres, il y a un tas de choses. Que les planchers soient droits, la plupart des stationnements ont des planchers plutôt inclinés. Alors c'est toutes ces choses-là qu'on va penser pour se dire, c'est temporaire, il y a une transition qui se fait de le tout voiture à un mix modal qui est plutôt acceptable pour tous. Et entre les deux, on aura encore besoin de stationnement. Donc, essayons d'avoir des stationnements qui sont pensés pour l'avenir, qui vont un jour ne plus être du stationnement. Et là, on a un bon équilibre. Oui, parce que bientôt, on sera en voiture autonome, tout le monde, et on n'aura plus de véhicules, et les véhicules vont être constamment en rotation sur le réseau routier, évidemment. Alors, on pourrait avoir 1 heure de panel sur le sujet de la voiture autonome. Peut-être juste une chose là-dessus, c'est que, notamment au Canada, on a la chance d'avoir un centre extraordinaire du côté de Waterloo, donc dans le sud de l'Ontario, si vous avez la chance d'aller les voir. Et ce qu'on a beaucoup discuté avec eux, c'est que la voiture autonome ne peut pas continuellement conduire. En fait, parce qu'elle a besoin de se recharger, elle a besoin de se maintenir. Et puis, on ne veut pas créer de la congestion de véhicules qui n'ont pas de passagers. Donc, le jour où ça va arriver, finalement, les stationnements du centre-ville, certains en tout cas, seront toujours nécessaires pour qu'elles aient un endroit pour se stationner. Parce que le flux pendulaire de dire, notamment, les gens partent de banlieue vers les centres-villes le matin et font le trajet inverse en fin de journée. Si le véhicule repart en banlieue pour revenir au centre-ville, pour repartir en banlieue dans la même journée, finalement, on n'aurait peut-être pas eu autant de gains qu'on l'aurait pensé. Oui, mais rendu là, on va se téléporter, donc on va être rendu ailleurs. J'ai perdu de vue le micro, je ne sais pas s'il était... il est à la salle. Est-ce que j'aurais peut-être le temps pour une dernière question au besoin? On a hâte au cocktail, ça s'en vient dans quelques minutes. Voilà. Bien, écoutez, je veux remercier nos invités. Tout d'abord, justement, qui avait la parole, Gauthier Callan, directeur principal Innovation Marketing. C'est quoi le nouveau titre exactement? Innovation et partenariat stratégique. Exactement. Voilà, du groupe Indigo. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Également, Éric Discerbeau, directeur mobilité transport Rennes Métropole. Merci également. Merci. Éric Dubois, sur l'écran. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Directeur général Parking Bruxelles. Je crois qu'il est rendu assez tard chez vous, alors on va vous libérer. Même chose pour Mathieu Nicaise, ingénieur spécialisé en transport STIB Bruxelles. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Et Antoine Sambin, qui lui aussi, c'est le décalage du changement d'heure qui l'affecte beaucoup, de l'Agence de mobilité durable ici, chef de service stratégie mobilité. Merci à tous. Merci d'avoir été parmi nous virtuellement. Merci ici, grand public. Le cocktail va suivre à l'instant du sommet Impulsion. Je vous invite aussi à suivre les réseaux sociaux de l'Agence de mobilité durable parce qu'il y aura d'autres panels d'experts à venir éventuellement. Donc, merci à tous.